Bonjour tout le monde. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Il y en a qui ont bien aimé, l'animation. On remerciera Karine d'ailleurs qui est avec nous, pour ce petit live en tant que modératrice qui a fait les petits bruitages de la loutre. Assez drôle. Avant de commencer, on va laisser 2-3 minutes à tous ceux qui sont un petit peu en retard. Hésitez pas à me dire, d'où vous êtes. Moi je suis de Montpellier, j'aime bien savoir, où sont les loutres. Et top si vous m'entendez bien. En plus, aujourd'hui, je vous accueille dans le nouveau studio que j'ai mis quelques mois à refaire. Vous avez des petits éléments, des petites loutres, des petits doliprane. On a essayé de faire ça bien pour que les lives rentrent bien. Ok, Aix-en-Provence, Montpellier, Paris. Ok, vous êtes un peu partout. Excellent. Et il y a du monde de partout. Là, actuellement, on est en live, je crois que sur LinkedIn, sur YouTube, sur Insta, ici sur StreamYard. Il va y avoir un peu de monde sur ce live. Je vais m'en profiter tout de suite, donc je vous demande à tous d'être, tous sympas entre vous dans les commentaires. L'idée ici, c'est qu'on passe tous un bon moment. Heu, Pendant le live, vous pouvez poser toutes vos questions. Karine est là, donc l'outre de l'équipe, pour mettre vos questions de côté, que je puisse les traiter, à la fin du live. Il y a bien une partie où je vais répondre à vos questions. Ça devrait durer à peu près 40 minutes. J'ai essayé de faire en sorte de réduire un petit peu ma présentation et prendre un peu plus de temps sur les questions. Vu le sujet, je sais que vous allez, en avoir pas mal. Et je fais un petit disclaimer tout de suite, si vous recevez, suite à ce webinaire, des messages de prospection, en tout genre, sachez que ça ne vient ni de moi, ni de mon équipe. Vraiment, je ne vous démarcherai jamais comme ça. Malheureusement, on a quelques concurrents assez agressifs, qui ont des techniques, peu éthiques et qui, scrapent des données pour vous envoyer des messages de prospection pas très cool. Donc, toutes mes excuses, j'ai essayé de faire en sorte de contacter, les 8 entreprises qui ont fait ça sur mes derniers, webinaires. J'espère que ça s'arrêtera pour vous. Et j'essaye surtout de faire en sorte que, vous ne recevez pas de messages de prospection dégueulasses après, avoir été ici avec moi. Donc on va commencer tout de suite et hop là. Donc confirmez-moi juste que vous voyez bien l'écran et quand c'est tout bon, on y va. Donc aujourd'hui, on va parler, du SEO en 2025, à quoi s'attendre. On fait face à cette fameuse phase de début janvier où il y a plein de théories possibles, où il y a plein de fausses informations, il y a plein de nouveaux concepts et l'idée aujourd'hui, c'est que je vienne un peu, débunker toutes ces idées reçues, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et surtout, comment on va faire un bon SEO en 2025, c'est quoi les bonnes pratiques? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Amandine, ça fait un peu plus de 8 ans que je fais du référencement naturel et payant. On m'appelle aussi la loutre du SEO et vous verrez pendant toute cette présentation des petites loutres un peu partout, notamment, la mascotte 3D qui est la mascotte de la marque. Pour la petite histoire, pour ceux qui la connaissent pas, à l'époque, quand j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn, il fallait, se démarquer par un emoji. Donc tout le monde utilisait des emojis, business, mais moi j'avais envie de prendre un emoji un peu plus cool et j'ai vu ce fameux emoji de loutre et je me suis dit: «Non mais là, c'est sûr, c'est lui, c'est lui» et puis en plus parler de SEO avec une loutre, ça n'a aucun sens. Donc j'ai trop envie de le faire, justement pour moins me prendre au sérieux et faire redescendre un peu aussi, ce côté parfois, un peu pompeux de LinkedIn que j'apprécie pas trop et en fait, vous avez été au rendez-vous, mais au rendez-vous à un niveau auquel je ne m'attendais pas donc moi, quand vous êtes en rendez-vous, je suis avec vous donc c'est-à-dire qu'on est passé du petit emoji, loutre à une vraie mascotte, qui a pris 1 an à faire avec un artiste, 3D. Et voilà, donc aujourd'hui, on est là avec, un peu plus de 100 000 abonnés sur la marque SEO sans migraine. Pourquoi le SEO sans migraine? Tout simplement parce que moi aussi, on a essayé de me faire croire que le SEO c'était compliqué, on a essayé de me vendre des formations super chères, on m'a embourbée avec des termes, tellement compliqué alors qu'en fait le SEO ça peut être fait d'une manière simple. Tout le monde peut en faire à son niveau et c'est pour ça que j'ai vraiment appelé, ma marque le SEO sans migraine et aussi parce qu'à l'époque, vous m'appeliez le Doliprane du SEO parce que je rendais les choses plus simples. C'est aussi pour ça que j'ai gardé, cette petite pilule. On dit de moi que je suis la top 1, LinkedIn, SEO France. Vous verrez que comme un peu les titres pompeux, je déteste les mots compliqués. Donc il n'y aura pas de ça dans cette présentation, pas de mots compliqués, pas de trucs bullshit. Vraiment, on n'est pas là pour faire une tartinage, d'ego ou, encore plus vous embrouiller la tête. L'idée, c'est vraiment je vais utiliser des mots simples. Ça veut pas dire que ça va pas être super actionnable parce que justement, je veux que vous repartiez de ce live avec une vision complète de: «OK, je fais quoi pour mon site?» et que vous puissiez le faire à votre niveau avec vos compétences. Je sais que parfois, il y en a ici qui ont pas d'équipe derrière eux, qui ont pas une équipe tech et cetera. Donc l'idée, c'est que les conseils puissent s'adapter à chacun. Donc pas de mots compliqués, vous l'aurez compris.
Donc pour ce petit live, on va parler de la fameuse question que vous avez dû voir passer partout. Moi, j'ai reçu des mails, complètement claqués au sol. La fin du SEO, c'est fini, l'IA tue le SEO et cetera. On a vu passer aussi beaucoup de contenu sur ça. Donc on va aller, enfin surtout je vais aller débunker ça parce que, non, le SEO n'est pas mort, spoiler. Mais, ouais, il y a beaucoup de fausses informations. Je vais aussi aller, débunker tous ces nouveaux concepts qui ont vu le jour. Le Géo, le SXO, le High Overview, bon bref, on va aller voir tout ce que c'est, ce petit bordel-là et surtout qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et encore une fois, de répondre à tous ceux qui m'ont dit que le SEO était mort parce que place au GEO et cetera. On va aller un peu casser ces acronymes qui n'ont aucun sens et je vais aussi vous décrypter les dernières mises à jour Google, parce qu'il y en a quand même eu 6 en fin d'année. 6, c'est pas rien. Mais vous verrez que quand on creuse, elles sont toutes là dans notre intérêt. Google n'est pas là à se frotter les mains, à nous demander, quand est-ce qu'il va nous embêter et comment. Et on terminera, en fait, comment on fait pour faire un bon SEO et un bon SEO en 2025, c'est quoi les bonnes pratiques? Je le rappelle, mais du coup, pendant ce live, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a Karine, l'outre de l'équipe, qui est là pour les mettre de côté à la fin. Et oui aussi, si, toute promo en tout genre avec, des liens vers vos services et cetera sera supprimée. On n'est pas là pour, en fait, au même titre que cette présentation est sans migraine, soyez sans migraine dans le chat. Les gens n'ont pas envie de savoir ce que vous faites. C'est avec vos services et de la prospection en tout genre, donc on essaie de respecter ça et on se respecte tous dans les commentaires toujours, c'est important pour moi. On commence tout de suite. Je rentre dans le vif du sujet. Est-ce que le SEO est mort? Parce que, très sincèrement, on entend ça depuis 2001 et c'est toujours la même histoire. Début janvier, il y a un nouvel article qui pop, il y a deux trois entreprises qui se chauffent sur le sujet en se disant: «Allez, on va faire croire que le SEO, il est mort» et tout ça. Je peux comprendre pourquoi on peut croire que le SEO est mort, avec l'arrivée des nouvelles plateformes et cetera. Mais, pour répondre à la question, le SEO est-il mort? Non. Non, non et encore non. Mais de manière, plus sérieuse, oui, il y a une part de la nouvelle génération, notamment, qui commence à chercher de plus en plus sur TikTok. En fait, le fait les moteurs de recherche se sont beaucoup développés entre, il y a YouTube qui est un vrai moteur de recherche, il y a TikTok, mais il y a aussi des gens qui vont sur Reddit, enfin tout peut être un moteur de recherche. Mais c'est pas parce qu'il y a aussi, donc une nouvelle façon de chercher et de trouver que le SEO est mort. En plus, souvent, on dit: «Oui, le SEO est mort», alors qu'en fait, on parle du SEO Google et c'est souvent Google, en fait, qui est visé puisque, le SEO, ça se fait sur n'importe quelle plateforme. Ça se fait sur TikTok, sur Airbnb, ça se fait sur Le Bon Coin, ça se fait sur YouTube. Moi, je fais du SEO sur à peu près tout ce qui a une barre de recherche, en fait. Ça veut dire qu'on peut faire du référencement, mais souvent, du coup, on va cibler ce fameux SEO Google. OK, Google, c'est bon, là, il est mort, il y a TikTok qui est arrivé et cetera. Juste pour remettre un peu de chiffres, 5,4 milliards de recherches sur Google par jour. Ça fait Google contrôle encore 90 du marché mondial, donc il est, très loin d'être KO et on est vraiment loin, mais alors vraiment très, très loin du moment où on va arriver avec, TikTok qui dépasse Google. Surtout qu'il y a dans ces en fait, ces faux articles et ces faux, le SEO est mort. Ce que les gens ne prennent pas en compte dans leur analyse, c'est qu'on va chercher, différemment sur Google qu'on va chercher sur TikTok. On va pas s'attendre au même contenu, on va pas s'attendre aussi à la même qualité. On va pas enfin, par exemple, je donne mon cas. Moi, je suis une agence de SEO B2B, je cherche mon prochain, prestataire pour m'aider en freelance sur de la rédaction SEO. Je ne vais pas aller sur TikTok. Voilà mais par contre, peut-être que si chez moi, j'ai envie de faire une recette assez rapide et cetera, je vais peut-être plus aller sur TikTok sur du format vidéo. Donc toujours on oppose, en fait, les plateformes alors qu'elles sont ultra complémentaires et on est toujours, dans des grands mots avec, «Il est mort», «Il est KO» et cetera alors que, bon, pas vraiment. Et en plus de ça, donc on a eu cette fameuse vague aussi surtout en fin d'année, vous m'avez été beaucoup à m'envoyer des messages sur ça. «Ah mais c'est bon Amandine, là c'est sûr, l'IA, va tuer le SEO». Forcément avec le nouveau moteur, de recherche de ChatGPT et cetera, je peux comprendre que, ça crée des inquiétudes, mais, on va aller, encore une fois, débunker ça. Ça va pas tuer, le SEO, par contre, ça va tuer les mauvais sites et ça va enfin, pour mon plus grand bonheur, tuer tous ceux qui abusent de l'IA. Vraiment,
En fait, il faut considérer, Google comme, le moteur de recherche qui a envie qu'on passe un bon moment et surtout qu'on le considère comme le meilleur moteur de recherche et sur lequel, en fait, c'est un peu une safe place. On sait que quand en allant sur Google, on va trouver des infos qui sont vraies, on va avoir des contenus qui sont bien écrits et du coup, pour rester, ce fameux top 1, meilleur moteur de recherche, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va aller taper sur tout ce qui nous embête et ce qui va nous embêter, en tout cas, pour ma part, j'arrive sur un article, je vois que c'est du full ChatGPT, les infos sont pas vérifiées, c'est écrit, d'une manière totalement dégueulasse. Je n'ai pas envie de lire cet article et il y en a beaucoup comme ça et malheureusement, ça a pollué, énormément, les résultats de recherche et ça a aussi fait du mal à Google puisqu'on avait l'impression, OK, on arrive sur Google, il y a que des articles ChatGPT, on n'est pas sur des sources et cetera donc c'est vraiment, moi je suis très contente de ces mises à jour-là. Mais je suis surtout très contente aussi du fait que Google va venir aussi pénaliser beaucoup plus l'IA. Donc comment il pénalise l'IA? Il y a donc en dehors du fait qu'il a développé un algo qui détecte l'IA abusive, il y a aussi, bah, en fait, tout simplement les signaux que vous et moi, on va envoyer à Google. J'arrive sur un site, je commence à lire, je me rends compte que c'est du full ChatGPT et que c'est mal fait, je me casse et quand je me casse, bah, ça donne vraiment un ingrédient à Google qui est: «OK, il a pas aimé ce qu'il a vu, et tous ces petits ingrédients-là, en fait, il va les mettre dans une boîte. Cette boîte, elle est à votre nom et si elle est composée de plus de moins que de plus, ça va impacter votre visibilité. Je le schématise pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça, quoi. C'est les signaux qui vont se passer sur votre site, c'est-à-dire les gens passent un bon moment, restent longtemps, est-ce qu'ils cliquent sur beaucoup de liens? Est-ce qu'au contraire, ça scrolle et et très vite ça passe à autre chose, bah, en fait tout ça faut y penser et malheureusement, à utiliser trop l'IA et trop de manière abusive. Quand je dis de manière abusive, ça veut dire je prends, mon texte, je le balance sur ChatGPT ou encore pire, je demande à ChatGPT de rédiger à 100 pour moi, je relis même pas ce qu'il a écrit. Je check pas si c'est dans le bon, ton, si c'est, aussi dans mes habitudes de rédaction. Est-ce que, d'un article A à un article B, on retrouve ma façon d'écrire? En plus de ça, je vérifie pas mes sources et en fait, je m'occupe pas non plus de la structure et puis je mets des images un peu claquées et puis voilà. Ça, c'est le genre d'article qu'on veut plus voir. Et ça va aussi tuer les faux sites et les flemmards, en fait. Même si j'admire énormément les personnes qui sont capables de créer beaucoup d'automatisation pour, les tâches répétitives, dans le cas de ceux qui ont automatisé leur création de contenu via l'IA, voire leur création de site. C'est un site qui se crée, ouais, ça envoie, 15 à 20 articles par jour. Les articles, ils sont 100 automatisés, les choix des sujets sont 100 automatisés et en fait, ça donne des sites fourre-tout, complètement, horribles à lire, horribles aussi à visiter et qui polluent en fait, Google. Bah, ça aussi, ça va sauter et donc OK, c'était un super, hack, temporaire, pour, avoir beaucoup de trafic mais encore une fois, est-ce que ce trafic-là, il était de qualité? J'en doute énormément et encore une fois, est-ce que ça sert plutôt que ça dessert? J'en doute encore une fois énormément. Donc le SEO n'est pas mort, l'IA ne va pas tuer le SEO. Par contre, le fait que l'IA en gros soit omniprésente, ça oui, Google va renforcer ses entre guillemets, «ces règles» et surtout, ceux qui vont y passer, c'est ceux qui s'en foutent de la véracité dans leurs infos. Donc c'est-à-dire qu'on balance, on balance des infos comme ça, mais on source pas. On regarde pas aussi, si c'est vrai. On commence à faire des fausses études pour, mettre en avant son produit et des choses comme ça. Oui, il y a des gens qui font ça. Bah, ça va y passer puisque la une des règles les plus importantes dans la rédaction de contenu pour Google, c'est à quel point les informations, elles sont fiables et vérifiées. Donc fiable et vérifié, ça veut dire mettre un lien vers ses sources, ça veut dire si j'avance un propos, je suis capable de le justifier. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez aller sur 90 des sites, laisser un petit commentaire et demander la source, d'une data, vous aurez pas de réponse et ça, c'est inquiétant. Parce qu'on n'a pas envie, d'avoir le même problème qu'avec, malheureusement ChatGPT. Il y a encore beaucoup d'erreurs dans les sources, donc ça, c'est une des choses, vraiment à éviter absolument. Je fais un petit zoom sur un des concepts, enfin on va dire une des fonctionnalités de Google qui est sortie il y a pas longtemps, donc ça s'appelle AI Overview ou CGE et surtout est-ce qu'il faut en avoir peur? Il y a beaucoup de monde qui ont eu peur de cette nouvelle arrivée
de cette fonctionnalité. Donc comment ça se présente en fait? Vous tapez votre mot-clé sur Google et en fait avant les ads et avant les résultats donc de SEO, vous avez un petit encart un peu vert comme ça, qui vient de la part donc de l'AI Overview de Google. Donc c'est l'IA qui a été chercher des infos. De comment ça fonctionne en global, elle prend plusieurs sources, elle les condense et elle fait une réponse. Et l'idée, c'est de donner une mini réponse avant même de scroller et trouver le site sur lequel on va passer un peu plus de temps. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, comme on peut avoir peur des positions zéro, alors qu'en fait, c'est plutôt un gros plus puisque, notamment l'AI Overview, il va se déclencher sur des requêtes qui vont pas, être source de grosses conversions pour vous. Je prends un exemple, demain, vous cherchez, l'âge d'une star sur Google, qui vous le dit, ou entre guillemets, avoir un énorme article sur l'âge de la star, ce que vous vouliez, c'était l'âge. Le reste, sa biographie et tout, ça, c'est encore un autre sujet. Donc en fait, l'idée, de la part de Google, dans cette action-là, ça reste mon interprétation, hein, toujours, ça va être de donner des infos rapides et des réponses rapides aux utilisateurs, surtout sur des requêtes où il y a pas, lieu, de tartiner 3000 mots sur l'âge d'une star. Je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Voilà, vraiment, n'ayez pas peur. Moi, je vois plutôt ça d'ailleurs comme, complémentaire. C'est exactement comme les positions zéro en SEO. Position zéro en SEO, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est à peu près le même concept. C'est-à-dire que, un utilisateur tape un mot-clé sur Google et en fait, votre site va apparaître tout en haut, donc encore une fois, avant les ads et avant les résultats SEO et Google va sélectionner une partie de votre article ou de votre page et va la diffuser en réponse. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient en mode: «Oui, mais c'est pas cool parce que du coup, les gens vont pas y cliquer». Demain, j'ai besoin d'une information, j'ai besoin de me renseigner. Exemple, je veux savoir c'est quoi un audit SEO et en dehors de savoir ce que c'est, j'ai besoin, de trouver un prestataire. Donc double intention de recherche. Un, je veux m'informer et deux, je veux, trouver quelqu'un. Je vais pas m'arrêter à une position zéro ou, à un simple high overview. Si vraiment c'est un sujet important, je vais creuser et souvent quand on creuse 1, 2, 3 sites et on reste sur celui qui nous a le plus plu, qui nous a donné le plus de valeur et donc c'est encore mieux si vous avez une petite position zéro ou une high overview où il y a déjà eu un peu votre nom et cetera. En fait, ça fait un double clin d'œil. Plus on vous voit sur Google, plus, l'utilisateur a ces plusieurs points de touche en fait, heu, sur votre sujet, plus ça va le rassurer. Donc, faut plus le voir de manière complémentaire, surtout que les positions zéro, ça ramène, beaucoup de trafic et ça ramène du trafic de qualité, de la conversion, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc est-ce qu'il faut en avoir peur? Non. Voyez-le plus comme, un petit plus et puis c'est normal que Google fasse des tests, hein, il en fera toujours beaucoup, son moteur de recherche va évoluer puisqu'il a de la concurrence. Ensuite, on attaque le sujet, je pense, qui m'a le plus titillée en ce début d'année, c'est, beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages sur le GEO. C'est le nouveau SEO. Le SEO, c'est bon, c'est fini, maintenant on fait que du GEO. Donc pour vous expliquer ce que c'est le GEO. Le GEO, ce serait d'après eux, une façon en fait d'optimiser son contenu pour qu'il soit spécifiquement réutilisé par ChatGPT ou une IA, ou l'IA Overview qu'on vient juste de voir. En gros, ce serait vraiment le concept, c'est de structurer et d'optimiser son article pour les algorithmes. Pour les algorithmes d'IA. Et là, si vous avez l'habitude de lire mes contenus, vous comprenez déjà pourquoi ça m'énerve. On écrit pour les gens, on n'écrit jamais pour les algos. Et c'est comme ça qu'on fait du bon SEO. Donc, aller dire aux gens que maintenant, il faut faire du GEO pour que leur article soit vu par les IA et que c'est comme ça qu'ils vont générer du trafic et des conversions, en fait, je trouve ça totalement bullshit. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, en gros, là, je tape une recherche sur Google. Ça, ce serait du GEO. Donc, en gros, un petit encart, encore une fois, qui est généré par Google qui va donner une réponse, qui vous propose aussi de poser des questions. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent, quand vous cherchez aujourd'hui jusqu'à maintenant, quand vous avez cherché, vous avez des fois, les questions les plus posées, les questions les plus recherchées et en fait, des fois, il y a des toutes petites réponses avec des sites, c'est à peu près la même chose et là, vous avez en plus de ça, du coup, les sites sur lesquels ces informations ont été cherchées. Encore une fois, moi, je trouve ça plutôt cool parce que ça veut dire que, hop, on vous met en avant par rapport à la tonne de ads des fois. Toutes les annonces payantes et tout qui sont avant des réponses quali et qui embêtent un peu, tout le monde. Là, vous avez une réponse condensée avec, des sources si la personne veut aller plus loin et après vous avez le SEO classique. Dire que le GEO remplace le SEO ou c'est le nouveau SEO, je trouve ça vraiment
complètement bullshit et c'est vous envoyer un message qui est faux parce que là, vous prenez ça au mot sur tous les articles, et tous les posts, de consultants que j'ai vus en tout genre. Se dire: «OK, bah, j'arrête tout ce que je fais en SEO, maintenant je pense qu'à l'IA, je pense qu'à ChatGPT, je restructure tous mes articles pour l'IA». Déjà les humains qui vont vous lire vont se faire chier. Ça va être horrible pour vos clients ou vos potentiels prospects de lire vos articles. Si c'est horrible, vous allez envoyer un mauvais message et encore une fois, un bon contenu SEO pour moi, c'est un contenu qui, bah, de base, en fait, il est structuré et il est, en fait, déjà pertinent, pour être utilisé par l'IA. Puisque écrire un bon contenu pour quelqu'un, c'est le structurer via des listes à puces, c'est aussi donner des informations pertinentes, donner les informations aussi, bah, tout simplement au bon moment, à la bonne personne, de la bonne manière. Enfin, vraiment, c'est quand on fait déjà du bon SEO, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec le géo puisque ça doit être un plus et plutôt, encore une fois, que de, toujours, en fait, confronter les 2 approches, en fait, elles vont coexister et elles vont juste se renforcer mutuellement donc il ne faut pas en avoir peur, mais c'est pas le nouveau SEO, quoi. Faites votre SEO bien, pour les gens avant tout et on va voir après, comment on fait du bon SEO et le géo se présentera à vous sur les bonnes occasions. Mais encore une fois, avant que, vous apparaissiez sur du géo comme ça, en dehors du fait que votre article donc ça doit être un bon article, il doit être, bon sur les 3 piliers, donc pilier technique, votre article il est facile à lire, mais aussi il est rapide, les images sont pas trop lourdes, le contenu est bon et il y a, des liens aussi qui sont faits sur cet article-là. Il y a aussi le bon vouloir de Google et tous ces ingrédients, magiques qu'on connaît pas, moi des fois je me dis enfin, c'est comme ça que je vois Google parce que c'est plus simple pour moi d'oser en parler, c'est est-ce qu'il est de bonne humeur ou pas? S'il est de bonne humeur, il m'affichera, s'il est de mauvaise humeur, il affichera quelqu'un d'autre et je saurais jamais pourquoi puisque c'est ses ingrédients à lui. Donc c'est un plus, mais c'est pas le nouveau SEO et surtout, ne vous lancez pas dans une stratégie de géo parce que vous allez perdre, vous allez beaucoup plus y perdre qu'y gagner et vu qu'il y a très peu de recul aussi sur cette pratique, ça reste encore un test, c'est écrit en gros, expérimental. Ce serait un risque énorme pour vous de tout baser là-dessus et que demain Google se dise: «Moi finalement cette fonctionnalité pas fou, on l'enlève». Donc ça voudrait dire que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour rien. Potentiellement faire du géo, c'est pas faire un bon SEO donc c'est en tout cas pour moi, hein, si on optimise ses contenus que pour l'IA, les humains vont pas aimer. Donc en gros, vous allez perdre du temps, perdre de l'argent et vous prenez un risque, alors qu'en faisant un bon article SEO de base, il peut être éligible au géo, c'est un plus. Comme une position 0, c'est un plus. Comme un AI overview, c'est un plus, mais c'est pas quelque chose, de nouveau. Donc moi, j'en ai un peu ma claque de toutes ces infos, pour vous embrouiller, de tous ces nouveaux concepts et de tous ces en fait, ces sentiments d'urgence. «Ah, il faut faire ça, de toute façon, c'est compliqué, le SEO, c'est comme ça, il faut» enfin voilà. Donc ne vous prenez pas la tête. La recette du SEO, depuis qu'elle existe, elle a légèrement modifié, mais la base est toujours la même, en fait. C'est toujours ces fameux 3 piliers et c'est toujours une question de régularité et quand vous pensez aux gens avant tout, donc on écrit pour les gens, on n'écrit pas pour les algos, gardez ça en tête tout au long de votre stratégie. Vous aurez jamais de problème à faire du SEO et vous serez très peu impacté par les mises à jour et donc tous ces nouveaux concepts, ils pourront vous passer au-dessus et il y aura pas de sentiment d'urgence. Donc voilà, en gros, comme d'hab, on vous complique, les choses pour rien. Géo, SXO, on vous embrouille et je vais d'ailleurs vous parler de ce fameux, concept tendance de début d'année, le SXO. Alors c'est pas nouveau, hein, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler, mais néanmoins il y a un gros pic de tendance sur le mot depuis début janvier. On a vu des articles, on a vu des médias s'y mettre, on a vu des consultants, consultantes s'y mettre, on a vu des mails, on a vu des posts en disant voilà, faut faire du SXO absolument là en 2025. Le SXO du coup, qu'est-ce que c'est? Premièrement, ça n'existe pas. Voilà, si ça peut, vous prenez cette charge mentale que ça vous génère, vous l'enlevez parce que ça sert à rien, ça n'existe pas. Le SXO, d'après, donc toutes ces personnes, c'est, le SEO plus de l'UX. Mais en fait, l'UX, ça fait déjà partie du SEO, depuis toujours, c'est-à-dire vraiment toujours. Un SEO qui ne pense pas à expérience utilisateur, qui ne va pas penser au design de son site, de son à son responsive, qui vont pas penser à l'expérience client au global, bah, c'est pas un bon SEO de base, donc le problème c'est pas de faire du SXO, c'est d'arriver à faire du bon SEO. Donc ce concept, bon moi me rend assez fou puisque en fait c'est rajouter des mots compliqués encore une fois pour rien.
C'est vous faire peur pour rien, c'est utiliser des mots compliqués pour vous facturer plus cher, c'est créer un sentiment d'urgence pour, vous pousser à aller vers des agences expertes en SXO et tout ça, qui vont vous facturer, un demi-bras pour, rien. Donc voilà, faire du SEO sans faire du X, bah, ça sert à rien puisque de base, tout simplement, l'UX, il est dans les 3 piliers. Donc moi, je l'intègre énormément dans le pilier technique, mais en fait, l'UX, enfin l'expérience utilisateur au global, on la ressent dans chacun des piliers du SEO. Donc le pilier technique, rapidité, poids du site, expérience utilisateur, responsive de son site. Bah oui, l'UX, il doit être vraiment au cœur de votre site, quoi. Si, vous arrivez sur mobile, tout est en travers, on peut pas cliquer sur un bouton, bah ou déjà vous ferez pas un bon SEO, vous passerez pas, les critères de base de Google pour être référencé ou pour avoir un bon trafic et en dehors de ça, les gens vont partir. Et dans le contenu, c'est pareil, on pense aux gens. Donc penser expérience utilisateur, c'est OK, comment j'amène ce sujet-là? Des fois, ça arrive de devoir, rédiger sur des sujets complexes ou des sujets, un peu chiants. Comment je l'amène d'une manière un peu plus, fun à mon utilisateur? Comment est-ce que je lui démontre que je suis expert là-dedans? Comment est-ce que aussi, je vais lui amener vers un de mes services, mais sans que ce soit trop bourrin, sans que ce soit, «Ouais, je suis là pour te vendre un truc», mais ça aussi, c'est en fait, c'est de l'UX sur chacun des 3 piliers, donc dire que le SXO, existe, c'est faux, voilà. Ça reste mon avis, mais je trouve, que c'est dommage de vous compliquer la tête sur ça. Et encore une fois, oui, l'IA, elle est là. C'est le SEO qui doit aussi s'adapter, bah, tout simplement c'est plus pas forcément à l'IA, mais tout simplement aux gens, à leurs besoins, à ce qu'on cherche. On faisait pas le même SEO en 2001, qu'on fait du SEO maintenant. En 2001, les gens cachaient du texte blanc sur des pages blanches pour pas qu'ils se voient, en 2001, le but, c'était de bourrer, bourrer, bourrer des mots-clés, bourriner à fond, c'était aussi, bah, de pas vraiment penser aux gens dans les articles, mais plus de: «Voilà, je te vends mon service et puis tu cliques ici et voilà, quoi». Aujourd'hui, bah, les gens sont pas dupes, on fait face à tellement de contenu sur toutes plateformes confondues que ouais, quand on arrive sur un article, on a envie qu'il soit bien écrit, on a envie de passer un bon moment, donc ça passe par, de l'adaptation, mais c'est pas, à cause de l'IA et c'est pas à cause de c'est plus est-ce que, bah, les gens, leurs besoins changent pas? Est-ce que vos prospects aussi, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Par exemple, sur du et moi, par exemple, je suis une agence de SEO, donc forcément, les gens qui vont être prêtés à mes services, ils veulent faire du référencement. Est-ce que, bah, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Quels mots ils préféraient que j'utilise? Est-ce que si je leur balance des mots très compliqués, c'est je réponds à leurs besoins ou est-ce que, justement, en leur disant que, bah, voilà, un audit SEO, ça peut les aider à comprendre pourquoi ça stagne, ce serait mieux. Voilà, c'est donc le SEO doit s'adapter, mais en fait, c'est pas le SEO qui doit s'adapter, c'est plus, c'est nous. Nous à notre cible, nous à ce qui se passe, nous aussi à l'utilisation du digital, et à ce que les gens ont envie de voir et n'ont pas envie de voir, donc on ne confond pas tout. Et c'est pas parce qu'il y a l'IA qu'il y a plus de SEO, au contraire, on peut aussi utiliser l'IA, j'en ai pas parlé, mais oui, on peut utiliser l'IA. L'IA n'est pas l'ennemi numéro 1 du SEO. Moi, je l'utilise aussi. Je l'utilise pour, rédiger mes plans d'articles. Je l'utilise quand, des fois, j'ai un doute, sur, mon paragraphe. Quand j'ai, le syndrome de la page blanche, que je dois écrire un paragraphe et sur un sujet, où je suis un peu moins à l'aise parce que ça peut arriver et je me dis: «OK, mais qu'est-ce que je peux écrire là?» Et donc je fais confiance à mon petit assistant, mais je repasse toujours dessus, je fais attention aux formulations, je vérifie les sources, je demande toujours à ChatGPT, «OK loulou, mais là tes sources, tu les sors d'où?» Tu vois? Je gratte, j'essaie de comprendre, et c'est comme ça qu'il faut utiliser l'IA, comme un assistant, comme quelqu'un qui va venir vous aider, mais toujours vérifier parce qu'au final, la personne qui a le plus d'expertise, bah, c'est vous, toujours. Et ce que les gens veulent lire, bah, c'est votre expertise, c'est pas, une IA. À retenir pour faire un bon SEO en tout cas. Je regarde juste l'heure, mais OK, on est bon. Donc le SEO est loin d'être mort. Déjà parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand souvent on vise Google alors que le SEO peut se faire sur toutes les plateformes, parce que Google maîtrise encore une énorme part du marché mondial et aussi parce que, bah, il y a encore 73 d'erreurs sur les sources, d'infos remontées par ChatGPT. Donc on n'est pas encore, là à remplacer Google par ChatGPT, même si, il y en a beaucoup qui me disent: «Bah, moi je fais moins mes recherches sur Google, c'est vrai que je demande à ChatGPT». OK, vérifiez vos sources, faites attention à ce qu'il vous raconte parce qu'on peut parfois être un peu surpris. On va passer sur les 6 dernières mises à jour Google et l'idée donc c'est pas, de vous éplucher, la doc de Google, ça c'est justement ça c'est mon taf. Moi j'épluche la doc de Google et j'essaye de comprendre ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je vais plutôt vous soulever les points les plus importants et ce pourquoi il les fait. Donc pourquoi il y a eu 6 mises à jour?
Tout simplement, parce que Google, il a les pépettes. Exactement comme je vous le disais au début, vu qu'il cherche à rester le meilleur moteur de recherche, être celui qui proposera le meilleur contenu et surtout avoir la réponse la plus pertinente, il se rend compte qu'il y a de la concurrence et donc qu'il doit se mettre à jour et surtout qu'il doit nettoyer son propre moteur de recherche qui a été pollué par une envie de contenu, qui a été pollué par beaucoup d'automatisation, qui a été pollué par l'IA, comme je vous le disais plus précédemment. Mais en gros, ces mises à jour-là, elles sont dans un but utilisateur. Donc effectivement, pour ceux qui font du SEO, des fois on se dit: «Ah, mais j'ai l'impression qu'il veut vraiment me mettre des bâtons dans les roues là, c'est pas possible». Mais en fait non, Google, le but c'est que les gens qui passent un moment chez lui, ça soit un bon moment. Donc tout ce qui vous embête vous en tant qu'utilisateur, il va essayer de hop, d'aller enlever tout ça. Et quand on analyse vraiment de près, toutes les mises à jour, vraiment toutes confondues, celles depuis de 2024, elles ont 2 objectifs. Un, c'est améliorer la qualité de recherche en affichant moins de contenu qui semble avoir été écrit pour générer des clics, donc que ce soit de l'IA ou que ce soit, de la vente bourrine, hein. C'est tout le monde y passe. Et c'est afficher plus de contenu utile pour les internautes. Et quand on a compris ça, on comprend aussi comment faut écrire ses pages et comment faut écrire, ses contenus et que vendre pour vendre, être super bourrin, mettre des pop-up dans tous les sens, faire des promos, hyper FOMO, qui n'existent pas d'ailleurs ou alors mettre, ses prix hyper hauts pour les rayer et les barrer et se dire: «OK, juste aujourd'hui, à moins 150 et cetera». Non, ça, plus personne n'en veut, plus personne ne veut, du marketing de Yves Rocher. C'est pas une marque, que je veux démonter, hein, mais c'est juste on a tellement eu l'habitude chez Yves Rocher que leurs prix soient toujours en promo, que les gens ont du mal à acheter des prix, des produits quand ils étaient pas en promo. Google, c'est un peu la même chose. Il y en a eu ça claque que tout le monde fasse des contenus hyper bourrins, que ce soit par l'IA, que ce soit par la vente et du coup, il y a envie de revenir à quelque chose de plus simple, de plus naturel. Et surtout que les gens passent un bon moment sur Google parce que sa réputation quand même en a pris un coup. Donc ça a fait partir un peu de monde, vu les volumes, c'est pas grand-chose pour lui, mais ça a fait partir un peu de monde quand même parce qu'il y a quand même des gens qui ont été saoulés des résultats Google et donc il doit trier. Les mises à jour, ça se traduit aussi donc plus en détail. Donc il y a pénaliser les sites qui vont utiliser l'IA de manière abusive, on en a parlé. Mettre moins en avant les sites qui n'écrivent pas pour les gens. Et sanctionner ceux qui ont trafiqué leur indicateur de confiance. Et oui, on peut faire ça. Les 3 piliers donc du SEO technique, contenu, confiance. La confiance, donc c'est un peu, de 0 à 100, combien Google va vous faire confiance? Je schématise énormément. Et il y en a qui, ce petit indicateur de confiance-là, ont été capables de le trafiquer donc par des techniques, assez sombres, du moins que je recommande pas. Donc ça aussi, ça va être pénalisé. Donc ça a été bien présent dans les 6 mises à jour. En gros, les liens que votre site va recevoir, ces liens-là, ils viennent de qui? Est-ce que c'est des vrais sites, des faux sites? Des sites montés de toutes pièces par des experts, qui ont l'habitude de faire ça et donc qui peuvent trafiquer leur score. Il y a eu une grosse passe là-dessus et c'est normal puisque, encore une fois, on cherche de l'authenticité et de la véracité. Mais ça se traduit aussi par des choses un peu plus simples. Avoir ces pages en doublon, donc faire de la cannibalisation, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir plusieurs pages qui vont cibler le même mot-clé. Ou alors, il y a des gens qui, malheureusement, pour l'avoir vu sur un audit client il y a pas longtemps, qui ont vraiment leur page qui existe 6 fois. Et du coup, ça, en fait, vous vous autoconcurrencez. En dehors de vous autoconcurrencer, le message que vous allez envoyer à Google, c'est coucou, je voudrais me positionner sur ce mot-clé-là. Voici 10 pages similaires. Et vu qu'il ne sait pas choisir, quand il sait pas choisir ou que c'est pas évident pour lui, il en choisit aucune. Et donc vous perdez du temps et c'est des toutes petites vérifications à faire. Est-ce que vos pages, elles ciblent bien un seul mot-clé par page? Est-ce qu'elles n'existent pas en double? Suroptimiser votre contenu, c'est aussi, dans les mises à jour en tant que pénalité puisque, on ne fait plus du SEO comme en 2000 ans. On ne bourre pas son texte de mots-clés, on met pas tout en gras, on répète pas. Imaginons, moi je vais me positionner sur agence SEO, je n'écris pas agence SEO tous les, 3-4 mots. On fait des phrases naturelles, on essaie d'intégrer, ces mots-clés de la manière la plus simple possible. On met à jour ses pages et ses articles, encore une fois dans une recherche de véracité, d'authenticité de contenu et aussi de fiabilité. Il y a des fois, il y a des articles qui datent de 2010 avec des infos qui sont fausses entre-temps. Mettez-les à jour, mettez à jour, surtout si vous avez des infos un peu périssables, genre des prix, des dates et cetera. C'est très, très, très important et en plus, c'est parfois plus puissant de mettre à jour ces pages et ces articles que d'en créer des nouveaux, puisque Google connaît déjà cette page et il apprécie énormément, il est très friand des mises à jour.
Et encore une fois, si voilà, vous écrivez des pages qui sont chiantes à lire, et qu'on n'a qu'une envie, c'est se barrer, ces indicateurs seront pris en compte et ça peut être un risque de pénalité. Quand je dis risque de pénalité, il y a plusieurs degrés, hein, bien sûr. Il y a je crois d'ailleurs que j'en parle juste après, mais je vais quand même en parler un peu ici. Risque de pénalité, ça peut être assez léger, donc ça reste donc de l'automatique. Vous allez subir une légère baisse de trafic, perte de position, ou alors pénalité un peu plus violente. Donc là, c'est une action manuelle. Donc c'est un petit humain de chez Google qui va manuellement mettre cette pénalité sur votre site. L'avertissement numéro 1, c'est que vous avez une baisse drastique de trafic. Là, c'est assez net. En général, on ne se pose pas la question, quoi. Ça passe de ça à ça. Ok, j'ai pris une pénalité. Et quand vous n'avez pas respecté les avertissements, en plus, vous y avez toujours accès dans la Google Search Console, qui est un outil gratuit de Google qui vous permet, à chaque fois, en fait, ils vous disent ce qui ne va pas sur votre site et ce qui ne lui plaît pas. Et quand on l'écoute pas, alors qu'il nous a répété une dizaine de fois quelque chose, l'ultime, c'est vraiment, il va déréférencer votre site de Google, c'est-à-dire que votre site ne sera plus jamais trouvable, référençable, tous les mots que vous voulez, sur Google. Donc, ce sera game over, vous serez obligé d'aller sur Bing, et même si c'est un bon moteur de recherche, il y a vraiment non. C'est pas les seuls critères, mais en tout cas, c'est ceux qui vont gouverner vraiment le SEO de 2025. Vraiment, c'est... Si vous voulez retenir vraiment que ça, c'est ça. En fait, c'est les gens avant tout, la qualité, la véracité des infos. Comment savoir si votre site il a été touché? Donc une petite liste de symptômes les plus probables. Donc baisse de trafic soudaine, donc là vous avez un exemple assez classique. En fait d'ailleurs on voit une baisse de trafic sur plusieurs... on voit qu'il y a plusieurs avertissements qui n'ont pas été respectés. Là il y a une première baisse, ok, c'est en mode je te mets un premier avertissement, tu l'écoutes pas. Il y a une petite augmentation des impressions, mais voilà, les clics restent en baisse drastique, la ligne bleue. Toujours la ligne bleue, la ligne verte, la ligne violette, excusez-moi. Elle est un peu moins fiable. Et là on voit vraiment que là, il y a une action presque manuelle. Donc là, c'est pas du manuel encore, mais c'est encore un bel avertissement. Si vous avez des pertes de position sur des mots-clés qui sont très importants, par exemple, c'est des mots-clés sur lesquels vous avez toujours été, où vous avez l'habitude d'être depuis un petit moment, et là, vous perdez des positions, c'est un indicateur fort. Parce que ça voudrait dire que Google a considéré que vous étiez la meilleure réponse à beaucoup moins la meilleure réponse. Et donc, il y a quelque chose à changer. Et si vous avez de la volatilité dans vos positions. Volatilité, c'est si, en gros, vous avez sur un mot-clé, même mot-clé, le lundi, vous êtes position 10, le mardi, vous êtes position 3, puis le mercredi, vous êtes position 45, puis le jeudi, vous êtes reposition 10. Vraiment, c'est cet effet yo-yo, là, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que... Bon, deux choses à vérifier. Est-ce que la volatilité, elle est due à une mise à jour Google? Parce que des fois, ça arrive, on appelle ça les petits séismes. Il teste des trucs, il nous le dit pas trop. Et du coup, ça fait tout bouger, c'est rien de grave, c'est pas dû à vous. Mais en général, c'est très temporaire. Si vous, la volatilité, elle est plutôt constante et elle est là depuis un moment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas sur votre site et là, il faut aller creuser. Faire un bon SEO en 2025, on y arrive enfin, c'est, vous l'aurez compris, des contenus people first et utiles. On vérifie ses sources, on écrit pour les gens et on leur donne de la valeur ajoutée puisque aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès à une information très simplement. Quel est votre plus? Qu'est-ce que vous apportez de plus à votre lecteur? Pourquoi est-ce que cette personne devrait aller chez vous? C'est ces questions-là que vous devez vous poser. Par exemple, moi en SEO, tout le monde peut parler de SEO. Tout le monde peut vous expliquer qu'est-ce que le référencement naturel, la définition pure, mais pas beaucoup de gens pourront l'expliquer sans migraine et avec des mots simples comme je viens de le faire. Et ça, prenez-le et faites-le ressentir à travers vos contenus. Encore une fois, les gens ne sont pas bêtes et l'IA, ça se voit. Donc on retravaille son contenu, on n'abuse pas, les gens ne sont pas dupes. On en a marre. Voilà, on en a marre de vos articles trop ChatGPT. Et on bosse les 3 piliers ensemble et de manière régulière. C'est-à-dire que le succès d'une stratégie SEO, c'est la régularité. Donc, je bosse mon pilier technique, je bosse mon pilier contenu et mon pilier confiance, et j'y accorde de la régularité sur les 3. En fait, je les nourris tous les 3 très régulièrement. Je vais pas, ok, j'ai fait mon pilier technique il y a 6 mois, à l'année prochaine. J'ai publié 2-3 articles, on se voit la semaine pro. Enfin voilà, vraiment, l'idée, c'est une régularité, donc des routines. Moi, je peux vous partager la mienne sans aucun problème. En général, je fais une fois par semaine, je vais checker mes perfs de site. Donc, est-ce que mon site est toujours bon en mobile? Je vais sur PageSpeed Insight, je regarde ma note. Ok, ça n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Cool. Je vais sur la Google Search Console, je regarde mes erreurs. Est-ce que j'en ai des nouvelles? Est-ce que j'en ai en cours de traitement? Du coup, je les connais déjà, etc. Et je vais vérifier mon responsive.
On sait jamais. Une petite mise à jour d'un plugin, une page qui aurait bougé entre-temps, voilà. Est-ce que, mon site en mobile est toujours bon? Je vais créer du contenu ou mettre à jour du contenu régulièrement, au moins une fois par semaine, soit une nouvelle page, soit un nouvel article, soit je vais le mettre à jour et je m'intéresse à mon pilier confiance, donc je vais chercher des liens. Soit je vais chercher des liens gratuits, mais en toute transparence, on le sait, c'est très difficile d'aller chercher des liens gratuits, de manière, facile et de manière qualitative. Donc je vais chercher soit je vais essayer de trouver des blogs qui sont autour de moi, dans ma thématique, avec qui on peut faire des petits échanges, soit j'alloue un budget pour une stratégie, donc de backlink, qui peut être raisonnable et qui peut être surtout à votre niveau. On n'a pas besoin de se dire: «OK, ma stratégie, de backlink, elle me coûte 1 500 € par mois». Ça, c'est sur des très gros sites. Quand on a un plus petit site, on peut démarrer aussi à son budget. Voilà, ne vous faites pas avoir aussi sur ça. Souvent, les liens, mais ne vous faites pas aussi avoir par les oui, ça, je rebondis là-dessus. Surtout les sites comme 5 € et cetera, où il y a des gens qui vous font des offres: «Je vous fais 600 liens pour 5 €». N'y allez pas. Vraiment, c'est terrible parce qu'un tel nombre de liens pour un si peu cher, ça veut dire que c'est des liens merdiques et que c'est des sites qui ont été créés par la personne ou par un réseau de sites. Bref, c'est tout ce qui va être pénalisé là, en 2025, donc ne faites pas ça. Il y a aussi une méthode sympa, pour écrire ses contenus, pour faire en sorte qu'ils soient toujours dans le mille. Elle s'appelle l'EEAT. Elle a un nom beaucoup plus compliqué que ce que ça à ce à quoi ça ressemble. Dans le chat, on vous envoie le lien de ma newsletter dans lequel je l'ai, décryptée. Voilà, elle est gratuite, vous pouvez vous renseigner sur cette technique et pour ceux qui ont accès à la formation ou qui veulent, intégrer la formation, elle est expliquée aussi de manière, plus, puisque, c'est une méthode assez simple, pour écrire ses contenus et voilà, vous avez toutes les infos, dans le chat. Lisez ça à tête reposée, mais normalement c'est toujours 100 000 grammes. Je vous donne un petit exemple de cas client. J'aime toujours vous donner un exemple sur les courbes. Donc on a commencé à accompagner ce client parce qu'il avait des mauvaises pratiques SEO. Quand je dis mauvaises pratiques SEO, c'est-à-dire que, bah, voilà, il créait ses contenus sur ChatGPT, il avait un mauvais site responsive, il était surtout en perte de trafic, il stagnait énormément, il perdait des mots-clés importants pour lui. Donc on a réalisé un audit. Quand on réalise un audit, on va voir les 3 piliers du SEO et on passe tout au peigne fin pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'on a tout passé au peigne fin, on en fait un plan d'action et une roadmap sur 6 mois, c'est-à-dire que sur 6 mois, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et en tout cas, dans mes priorités, ce que j'aime bien faire pour mes clients, c'est on va d'abord prioriser les mauvaises pratiques qui peuvent être, on va dire éligibles à une à une pénalité et celles-là, on va très vite les traiter pour, enlever cette épée Damoclès et le deuxième sujet, c'est que je vais regarder les actions qui demandent le moins de temps, mais qui peuvent apporter le plus aux clients et ça, c'est celles qu'on va prioriser pour tout de suite. Là, d'ailleurs, vous le voyez, quand on a commencé l'accompagnement, pouf, tout de suite, en fait, on redonne aussi un peu, bah, des chiffres. Ça fait toujours du bien de voir sa courbe, démarrer. Ça encourage, ça conforte aussi dans le fait qu'on a investi en SEO. Ça rassure sur le fait que prendre un audit SEO, ça a été la bonne décision. Donc on met tout de suite en place les actions les plus, quick wins, en action et ensuite sur le long terme, on voit tout de suite que voilà, ça donne quelque chose de sympa. J'ai pris celle-là, j'aurais pu en prendre 12 autres, mais dans l'idée, voilà à quoi ça peut ressembler quand vous avez des mauvaises pratiques et quand vous commencez très vite à les mettre en place et les résultats ont été assez rapides, très sincèrement, il a doublé son trafic, vite, il a retrouvé ses positions vite et ça nous fait du bien et le client surtout, ça lui fait du bien aussi. Si vous avez envie d'aller plus loin, on peut vous accompagner en SEO, avec mon équipe ou s'il y a plus des débrouillards, il y a aussi des formations en autonomie. Pour les formations, il y a Doliplum qui est encore disponible, c'est la formation SEO rédaction. Vraiment, c'est le but, c'est vous apprendre à rédiger en SEO, que ce soit des articles, des pages, des fiches produits. C'est que vous chopiez en fait cette méthode de rédaction pour être capable d'écrire sur n'importe quoi. Il y a ma deuxième formation 360 SEO qui est disponible en préinscription. Je vous envoie les liens dans le chat. 360 SEO porte bien son nom puisque j'irai dans cette formation aborder les 3 piliers du SEO en détail. Et je vous parlerai surtout de faire du SEO sur d'autres plateformes. Moi, je fais du SEO sur Airbnb, sur Le Bon Coin, sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. Et j'ai aujourd'hui assez de recul pour vous partager mes méthodes, mes tips et aussi ce que j'en pense. Donc, ça sera là-dedans. Pour les accompagnants, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, et qui ont besoin d'un coup de pouce, il y a plusieurs formules. L'audit SEO dont je viens de vous parler, vraiment, hop, on vient, regard neuf, on essaie de comprendre ce qui se passe, on met en place un plan d'action précis. Il y a aussi la formule accompagnement, donc ça, c'est pour les gens qui soit souhaitent déléguer, une partie ou toute la partie de leur SEO,
Comment ça se découpe en accompagnement? Donc en général, ça dure, au minimum 6 mois. Donc une fois qu'on a fait l'audit, on a mis en place donc ce fameux plan d'action et ben, c'est comme si vous avez une petite loutre sur votre épaule. On est là avec vous, pendant 6 mois, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous mensuel en visio pour échanger sur la stratégie, mais aussi vous former, répondre à vos questions. On est tout au long, bah, en fait, de ces 6 mois avec vous, que ce soit pour des choses que vous comprenez pas, des choses que vous voulez apprendre à faire, dérouler les actions de cette fameuse stratégie, mettre en place de la rédaction. Enfin voilà, c'est vraiment, le mot accompagnement, ne peut mieux le porter. Il y a du coaching pour ceux qui aiment bien l'efficacité, je sais qu'il y en a parmi vous, donc vraiment c'est du one-one en visio. On prépare tous les sujets sur lesquels vous avez besoin soit de casser des idées reçues, soit de vous former et en fait pendant un coaching, on vous forme et on vous apprend à faire. Et pour ceux, pour qui les liens c'est trop compliqué, on peut aussi vous accompagner en stratégie de backlinks qui sont adaptables à chacun des business. On fait pas de liens de la même façon sur un site e-commerce à 30 000 pages que sur un petit business qui en a 4. Je trouve ça toujours cool quand même de mettre un visage sur, les gens à qui vous pouvez confier, en fait, votre site internet et en qui vous pouvez faire confiance. Donc voilà, une petite photo de l'équipe. On a, plein d'autres dans l'équipe, qui sont expertes en SEO, en SIA. On a un développeur aussi, voilà, et on a une grosse partie YouTube SEO. Pour ceux que ça intéresse, nous, c'est vraiment, bah, c'est un moteur de recherche à part entière et je crois que c'est là où on prend le plus de plaisir. C'est vraiment faire en sorte que votre chaîne YouTube et que vos vidéos YouTube se positionnent sur des mots-clés, qu'elles génèrent plus de visiteurs et on adore faire ça. Voilà, si jamais, c'est un sujet qui vous intéresse. Je pense toujours au petit budget parce que je sais qu'on n'a pas toujours les moyens d'investir, dans son SEO, surtout quand on démarre. Donc vous avez 2 options. Un, il y a la newsletter qui est gratuite. J'envoie 2 épisodes par mois, pour vous former sur toutes ces techniques et déjà avec la newsletter, vous pouvez, si vous êtes, vraiment, débrouillard et tout, vous pouvez déjà vous en sortir super bien. Et si vous voulez investir pour au moins la partie la plus importante, c'est-à-dire trouver ces mots-clés. C'est-à-dire que c'est vraiment la base, hein. Trouver ces mots-clés, les bons mots-clés, se positionner sur les bons, choisir les bons qui ont pas trop de concurrence, sur lesquels son site peut se positionner et cetera. Il y a ce petit e-book que j'ai fait, 27 pages, hyper actionnable, qui vous apprendra en une journée à les trouver, avec toutes mes méthodes comme toujours. Et voilà, je vous ai mis un petit avis, moins 20 sur toutes les formations avec le code, SEO 2025 puisque en début d'année, je sais qu'un coup de pouce, ça fait toujours du bien. Toutes les formations e-book, vous donnent et les accompagnements SEO vous donnent accès au Discord SEO. Donc le Discord SEO pour ceux, qui m'ont posé pas mal de questions dessus. On a même, le droit aux gens qui commencent les travaux, j'espère que vous l'entendez pas trop. Le Discord SEO, en fait, c'est un endroit qui était important pour moi de créer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir me poser toutes vos questions, vraiment sur, pendant la formation, mais aussi vos problématiques. Vous pouvez échanger avec les autres loutres, puisqu'on est pas mal dans le Discord, je crois qu'on est un peu plus de 130. Donc voilà, tout le monde échange sur ses problématiques, sur ses bonnes pratiques. Si, ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi, c'était mon cas, sur les posts SEO quand j'étais en CDI à l'époque, j'étais souvent toute seule et j'aurais bien aimé avoir quelqu'un avec qui parler de SEO ou même de partager mes victoires. Par exemple, «Ouah là, je suis passée top 3 sur ce mot-clé-là». Des fois, on peut se sentir un peu seul, en tout cas moi, ça a été mon cas. Là, vous pouvez aussi partager vos petites victoires. Moi, je vous partage aussi les miennes, quand ça m'arrive, quand j'ai des bons résultats chez des clients. Bref, voilà, accessible, pour tous les gens qui sont soit à la formation, soit à l'e-book ou en accompagnement. Voilà, c'est fini. Donc on va passer maintenant, aux questions. Je vous ai remis la petite animation parce que, je sais que beaucoup l'ont aimé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder toutes, les questions que Karine, elle a sélectionnées et je vais essayer de tous vous répondre. Hem et je vais surtout essayer de terminer avant midi parce que je sais que certains d'entre vous ont faim. Est-ce que juste, Karine, tu peux renvoyer dans le chat le lien de la newsletter sur l'EEAT? Je crois que ça nous a été demandé. En tout cas, merci beaucoup à tous déjà pour votre écoute. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que quand je lance un webinaire, vous êtes au rendez-vous. Ça me fait énormément plaisir. Donc j'espère que ces lives vous sont utiles et je vais aller sélectionner vos petites questions. Alors, je vais les afficher comme ça, tout le monde y a droit. Alors, j'ai 3 questions principales. OK, c'est parti. J'ai un blog et je souhaite optimiser son référencement naturel. Penses-tu qu'obtenir davantage de backlinks est une nécessité et comment s'y prendre? Alors, pour savoir si ton site il a besoin de liens ou pas, déjà, il faudrait que tu fasses, un mini audit de ton propre blog. Est-ce qu'aujourd'hui il génère du trafic? Oui. Si oui, il génère du trafic sur quels mots-clés? Ces mots-clés-là, tu es en quelle position? En fonction de la position sur laquelle tu es, qui sont tes concurrents? Et là, tu essayes de regarder est-ce que tes concurrents, eux, font des stratégies de lien? Parce que malheureusement, parfois, hem,
Si un concurrent, lui, il a une énorme stratégie de backlink, pour pouvoir rivaliser, il va falloir au minimum se mettre à niveau. Donc faut vraiment que tu regardes qu'est-ce que tes concurrents font sur les mots-clés que tu essayes de viser avec ton blog. Dans tous les cas, je te dirais toujours qu'il faut au moins, un peu de backlink régulièrement, par mois parce que ça va permettre de nourrir ton pilier confiance et c'est essentiel. Quelle est ton opinion concernant les liens externes dans les articles? J'adore. Gros sujet qui est abordé dans la formation de Liplume d'ailleurs. Les liens externes dans les articles, c'est une bonne chose et il faut le faire. Par contre, il y a une façon de faire des liens externes. C'est-à-dire qu'en général, quand on va faire un lien vers un autre site, on a plusieurs options. Sur ce lien, on peut dire, plusieurs petites choses à Google. Soit on peut lui dire: «OK, ce site-là, je lui fais confiance, donc je suis OK pour que tu ailles le voir et je suis OK pour lui donner un tout petit peu de ma puissance SEO». Donc on appelle ça les liens do follow. Donc en gros, on va dire à Google: «Oui, vas-y, je fais confiance», et on lui donne un peu de notre puissance SEO. Ou alors on a un petit doute sur le site, on n'est pas sûr de ses statistiques, on n'est pas sûr de sa qualité et dans ce cas-là, on va mettre le lien en nofollow. Donc on va pouvoir faire le lien externe dans notre article pour rediriger l'utilisateur, mais ça aura aucun impact SEO et ce qu'on dira à Google, c'est: «Oh ouais, je sais pas. Je suis pas sûre donc en vrai, je lui donne pas ma puissance». Il faut pas faire trop de liens externes dans les articles puisqu'encore une fois, on fait sortir la personne, mais il faut en faire aussi un peu pour valider ses sources ou, pouvoir, donner la possibilité à un utilisateur d'approfondir un sujet. Donc choisissez bien quand vous en faites. Hem et est-ce indispensable de placer des mots-clés longue traîne sur ces pages? Encore une fois, là, tout va dépendre de ton étude de mots-clés. L'étude de mots-clés, elle te sert à savoir en gros c'est quoi les mots-clés sur lesquels tu dois te positionner et est-ce que, les mots-clés longue traîne sont, intéressantes pour toi. Il faut que tu respectes la règle de une page égale un mot-clé. Donc placer plusieurs mots-clés longue traîne sur une même page, ça me paraît assez risqué. Puisque j'ai peur que tu te positionnes sur plusieurs mots-clés en même temps et donc que tu crées de la confusion. Donc un mot-clé, une page. Les mots-clés longue traîne, moi j'adore ça, surtout quand on démarre et qu'on n'a pas les moyens d'aller concurrencer avec des sites qui sont super musclés. J'enchaîne sur les questions de Guillaume. Petite question, j'ai l'impression qu'il ressort sur SEMrush. Alors je vais voir si je peux te répondre, mais alors des fois sur des trucs très spécifiques comme ça, il me faut un peu plus de contexte. Heu OK, je suis développeur indépendant, c'est un sacré boulot. Guillaume, je pense que là, c'est trop spécifique pour moi pour te répondre comme ça en live. Il faudrait que je puisse, analyser un peu plus et surtout voir si tu as pas un problème dans ton sitemap. Très important. Je travaille mon SEO pour Google, mais je vois que certains de mes clients disent Yahoo ou Bing. Comment me placer sur ces moteurs de recherche? Très, très, très intéressant. Alors déjà, la première question à te poser, c'est quelle est la part? Tu vois, si par exemple 90 de tes clients viennent de Google et seulement 1 de Bing et 1 de Yahoo, est-ce que ça vaut le coup que tu mettes autant d'énergie là-dedans? Puisque souvent un contenu qui est écrit sur, Google et qui est optimisé pour le SEO Google va sortir sur Yahoo et sur Bing. Après, si vraiment tu as un marché sur Bing, il y a aussi tout un SEO à faire sur Bing, mais les règles sont à peu près similaires. Je pourrais tout à fait en faire un live le SEO sur Bing, en tout cas si ça m'est beaucoup demandé. Si c'est trop niche, j'ai peur que ça intéresse, peu. Mais, dans tous les cas, je ferai une newsletter, ça c'est intéressant. J'ai aussi une question. Qu'est-ce que tu nous conseilles à mettre dans notre dashboard? J'ai besoin de prouver que j'avance en SEO et j'ai besoin de créer un dashboard visuel surtout avec des chiffres utiles. Alors ça, c'est un sujet, j'adore parce que, avant d'être à mon compte et d'avoir mon agence etc., j'ai été salariée et j'ai été salariée en SEO et je sais que, on se retrouve souvent confronté à une problématique qui est qu'on doit prouver que les investissements faits en SEO, dont sa propre embauche, doit être rentabilisé et a été en gros une bonne solution. Donc en dehors du fait qu'il y a aussi un vrai travail d'éducation à faire auprès de nos employeurs, qui est que le SEO, c'est quelque chose c'est une vision long terme sur laquelle aussi on mise. Tu peux mettre en avant les chiffres suivants, en tout cas moi j'aimais bien faire ça. Dépendant de la capacité que ton entreprise a à sortir ces données, toujours. Je regardais en gros, donc quels étaient les mots-clés les plus intéressants sur lesquels on se positionnait. Je faisais vraiment la différence entre les mots-clés business, donc ceux qui peuvent rapporter des clients à la boîte, et les mots-clés plus trafic. C'est-à-dire là, ça rapporte du trafic, mais on n'est pas sûr que ça va être là où on va convertir le plus. Ensuite, je faisais combien de trafic SEO j'avais par mois, qui était la croissance mensuelle, croissance annuelle. Je comparais aussi, à N-1. Et si tu as la possibilité, ce serait, de mettre en place un tracking qui te permet de savoir que tel article t'a généré, soit un clic sur ton site, soit un paiement pour pouvoir en fait te dire: «OK, cet article approximativement m'a rapporté 800 €». C'est ce que j'avais fait à l'époque, chez Wallaxy. On avait fait un super tracking avec les équipes. On savait que, par exemple, l'article emoji LinkedIn quand les gens cliquaient dessus, bah, ça les faisait quand même convertir et
on savait que ça pouvait rapporter environ, je donne un chiffre totalement random parce que je peux pas balancer tous les chiffres comme ça, 2 000 € par mois, voilà, imaginons. Mais dans ces 2 000 € là, on sait que c'était un tout ne peut pas être traquable en SEO, donc c'était, approximatif. On savait que c'était à peu près 50 de ce que ça représentait vraiment. Donc il faut, malheureusement faire comprendre aussi aux gens, qui t'ont embauché, que, le SEO c'est pas traquable à 100, c'est impossible. Mais par contre, on peut tirer un peu des datas importantes, mots-clés business et trafic généré. Rappeler que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de trafic que ça va faire beaucoup de business. Des fois, vaut mieux un trafic très petit, mais très ciblé, très niché. J'espère de tout cœur pour toi que tu pourras mettre en place un tracking. Et ma question est en rapport avec le métier de rédacteur web ici au niveau de l'IA. Est-ce que me spécialiser en rédaction de contenu, avec une spécificité copywriting est suffisant en 2025? Ou est-ce qu'on doit aussi devenir expert de cette technique? Est-ce que le métier de rédacteur web est mort? J'adore aussi ce sujet puisque j'ai fait une newsletter là-dessus. Le métier de rédacteur est-il mort? Pas du tout. Je te donne un exemple. Moi, dans mon agence, oui, il y a des personnes qui sont rédacteurs, rédactrices à temps plein et je ne les remplacerai par de l'IA pour rien au monde. Par contre, un rédacteur qui sait bien utiliser l'IA est un gros plus, puisque ça veut dire qu'il est capable de s'aider de ce fameux assistant qui va pouvoir traiter des tâches qui sont pas super agréables. Par exemple, comparer des articles concurrents. Moi, je l'envoie dans ChatGPT, je lui dis: «OK, fais-moi un résumé, quelles sont les informations globales que tous les concurrents mettent en avant, quelles sont leurs faiblesses?» En gros, plutôt que de te dire: «Ouais, le métier de rédacteur SEO est mort», non, on aura toujours besoin de rédacteurs SEO, on aura toujours besoin de plumes, surtout, dans cette guerre de contenu authentique. Par contre, si tu veux ajouter des cordes à ton arc, que tu sois capable de faire du copywriting, oui, que tu sois capable de te servir de l'IA, mais pas au détriment de la qualité de ton article, oui, et que tu sois capable de synthétiser des infos complexes, de manière simple et assez fun, ce sera un gros plus. Quel conseil tu donnerais pour éviter de trop utiliser l'IA alors qu'on est seul sur un poste de SEO pour gérer 4 entités? Je te conseillerais de dire à ta boîte d'embaucher. Je suis désolée, mais vraiment des fois on pense qu'une personne peut gérer 4 entités. Une stratégie SEO, c'est énorme. Donc j'espère de tout cœur que tu pourras te faire soit épauler par une agence, soit épauler par un freelance, soit épauler en interne. Puisque gérer 4 entités en SEO, oui, ça va te demander du coup de bâcler ton temps ou trouver des moyens de l'optimiser et malheureusement du coup de mal utiliser l'IA et donc enfin du moins pas le mal l'utiliser mais l'utiliser de manière plus et vu que c'est ça qui va être pénalisé dans les mois à venir, c'est pas ouf donc j'en profite, tu vois, pour tous les gens qui nous écoutent, un job à full time en SEO, c'est énorme puisque le travail sur les 3 piliers, il est énorme. Ne pensez pas qu'une personne peut faire le SEO de tout un site, c'est impossible. Exemple chez Wallaxy, au début, j'ai commencé toute seule. En moins de 6 mois, j'ai pu embaucher mon premier alternant. 2 ans après, j'avais une équipe de 10 personnes. Dans les 10 personnes, il y avait la moitié qui étaient des rédacteurs. Donc voilà, il faut investir. Quand on veut vraiment s'y mettre en SEO, il faut investir aussi en temps humain, puisque les petites mains, ça ne s'invente pas. Alors, concernant l'IA, est-ce que vous conseillez du coup de rédiger manuellement ces textes ou bien de réussir à s'aider de ChatGPT tout en réalisant en adaptant le texte? Ça fonctionne aussi sans risque de pénalisation par Google. Alors, 2 teams. Moi, j'aime bien rédiger mes textes de A à Z dans mon coin et plutôt demander des petits rajouts à ChatGPT. Tu peux aussi le faire dans l'autre sens. Ce que je vais vraiment te conseiller de regarder, c'est est-ce que ces infos-là, ChatGPT, il les a pris chez un concurrent et du coup d'éviter le contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, c'est voilà, il y a un paragraphe qui existe chez 4 mêmes sites. Donc vraiment bien adapté à ta façon de faire à toi. Je regarde juste l'heure pour pas trop traîner. Et du coup, non, si tu repasses dessus et que tu rajoutes ta patte, tu rajoutes tes expressions, tu fais bien attention à ton optimisation SEO, bien sûr que c'est OK, mais il faut vérifier que ce texte n'a pas déjà été utilisé ailleurs. Est-ce que la mage anti-IA pénalise aussi les images générées par l'IA? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. J'irai me renseigner sur quels sont les impacts sur les images. J'ai regardé la documentation Google encore une, une fois. On m'a appris dans ma formation rédacteur web qu'il fallait faire simple au niveau du style. Est-ce que humaniser le ton et le texte peut être pertinent face à l'IA dans le style? Oui. Alors ça, c'est un avis tranché. Je sais qu'on apprend au rédacteur web d'être le plus linéaire possible. Moi, c'est pas mon avis.
on écrit pour des gens qui nous lisent derrière et on a envie aussi que ce soit un humain qui nous parle. Donc, moi, dans tous les rédacteurs que j'ai formés, que ce soit en CDI, que ce soit aujourd'hui dans ma boîte, que ce soit dans mes accompagnements, que ce soit dans mes équipes, je veux que chaque auteur ait sa patte. Donc, qu'on soit capable de lire, ok, cet article-là, il est écrit par Mélissande, ben, on le sait, et j'ai envie de lire plus d'articles de Mélissande, ben, je peux, parce que quand je clique sur son nom, ben, il y a tous ces articles. Les gens s'attachent à des gens, quoi, donc je te conseille d'y mettre ton style. Je reprécise ma question. Quelles sont les pratiques utilisateurs? Pour être référencé, on doit écrire des articles. Sauf que depuis quelque temps, les utilisateurs s'appuient principalement sur des vidéos ajoutées à l'IA aujourd'hui. Est-ce que les articles web sont encore utiles? Oui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il faut un peu différencier les styles de recherche. Oui, des fois, moi, je vais avoir envie de chercher quelque chose et que la réponse soit en vidéo, mais quand c'est des sujets aussi importants, je préfère que ce soit écrit. Donc, oui, des articles web ont vraiment encore de l'utilité, mais par contre, je te conseille de regarder l'intention de recherche. Quelle est l'intention de recherche derrière le mot-clé? Est-ce que la personne veut acheter, veut s'informer? Si l'intention de recherche, elle est informationnelle, tu peux y aller avec un article. Si elle est commerciale, bah alors dans ce cas-là, il faudra proposer une page produit et peut-être sur la page produit, intégrer une vidéo. Voilà, il faut vraiment s'adapter à l'intention de recherche. Après, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas le temps de répondre, ne vous inquiétez pas. En général, je l'exporte, je lis et ensuite j'essaye d'en faire des éditions de newsletter. Donc, dans tous les cas, même si aujourd'hui je traite pas de vos questions, elle sera traitée à un moment donné. Est-ce qu'il y a besoin de préciser la date de mise à jour visible sur la page pour les internautes? Je trouve que c'est un vrai plus dans toute cette guerre de contenu, bien sûr, à condition qu'elle ne soit pas trafiquée. Est-ce que créer des sites via System.io sont techniquement favorables au référencement? Alors, j'utilise beaucoup System.io et je peux te dire qu'au niveau SEO, ils ont beaucoup de taf à faire et que je te conseillerais pas de faire un blog dessus, mais juste de mettre tes pages de vente ou même c'est dommage parce que du coup, ce sera mieux que tes pages de vente, elles se positionnent en SEO. Moi, j'utilise System.io juste pour mes pages de paiement, en fait, tout le système derrière qui me permet de payer et de s'assurer, etc. Mais par contre, pour la partie SEO, je suis partie chez WordPress puisque System.io ne sont pas encore très bons en SEO. Ça fait longtemps que la suroptimisation est pénalisée, oui, mais à différents degrés. C'est-à-dire qu'au début, la suroptimisation, c'était cacher des textes en blanc dans des accordéons, des choses comme ça. Aujourd'hui, la suroptimisation, ça peut être juste mettre trop de mots-clés. Donc en gros, c'est un peu le degré de suroptimisation qui est pénalisé. Parle-t-on de cannibalisation si le mot-clé et la page diffèrent uniquement avec le nom de la ville? Alors, on parle pas de cannibalisation dans ce sens-là, par contre, on va parler de contenu dupliqué. Il faut juste que tu t'assures que sur ta page Gâteau Paris et Gâteau Marseille, tu copies-colles pas ton texte et que tu changes pas juste le nom de la ville. Il faut que tout ton contenu diffère. Sinon, petit risque que le contenu soit dupliqué et Google pas content, on connaît la suite. Au niveau de la cannibalisation, je crois que c'est un de vos sujets préférés. Quelles sont les bonnes pratiques quand on a un nom de domaine principal et un sous-domaine, surtout sur les 2 sites parlant quasi la même chose? Alors, j'adorerais te répondre, Léa, mais il me faut juste un tout petit peu plus de contexte. Par exemple, quel est le nom de ton domaine et quel est ton nom de domaine principal? Parce que du coup, j'ai pas envie de te dire une bêtise, surtout en n'ayant pas tout le contexte. Moi, ça m'est arrivé chez Wallaxy de faire ça. Donc, il y avait wallaxy.com, blog.wallaxy.com. Les 2 sites parlent de la même chose, mais ils ont pas le même intérêt. Wallaxy.com cible vraiment l'objectif conversion, donc on va vraiment faire des pages fonctionnalités, etc. Le blog est informationnel, donc lui il va plus traiter les sujets LinkedIn, marketing, etc. Dans les deux cas, il n'y a pas de cannibalisation, c'est plus complémentaire, et c'est plus Google qui va pouvoir choisir un peu, ok, je veux une page plus conversion, je vais chez Wallaxy, je veux un article plus informationnel, je vais dans le blog. Je te dis ça chez Wallaxy, ça pourrait être sur n'importe quel client, mais c'est pour schématiser l'idée. Est-ce que les pages catégories sur WordPress sont considérées comme des doublons? Si dans ton WordPress, tu as l'option référencée en SEO et qu'elles ne sont pas travaillées et qu'elles sont tous le même texte, malheureusement, oui. Moi, je m'embête pas trop avec les pages catégories puisque sur ma typologie, j'en ai pas besoin, donc je les désindexe. Mais par exemple, sur les pages catégories de site e-commerce, là, je vous conseille de les indexer et surtout de beaucoup les travailler. J'utilise un .fr et j'avoue que j'ai une bonne amélioration de trafic. Par contre, il y a énormément de mots-clés en gras que je ne mettrai pas naturellement. Quoi faire dans ce cas-là? Alors, là, c'est le moment où je vous parle un peu des petites nouveautés. J'adore un .fr comme vous. Il y a beaucoup d'outils d'optimisation de contenu que j'adore. Malheureusement, je trouve qu'il manque un peu de mise à jour parfois.
Je suis en train de travailler en interne, sur un outil qui s'appellera Rédiger sans migraine, qui vous aidera à optimiser votre contenu et à justement savoir quels mots-clés en gras on met, quand, où et à quelle fréquence. Parce que moi aussi malheureusement j'ai remarqué un peu de suroptimisation avec un point .fr, ou du moins une moins bonne, un moins bon écart entre les mots-clés en gras. Ce que je te conseille, c'est de mettre ceux en gras qui sont vraiment importants pour toi, importants pour ton business et d'essayer de respecter la règle de un mot-clé en gras tous les 100 mots max pour éviter la suropti. Est-ce qu'on peut sortir d'une pénalité manuelle? Ça dépend. Ça dépend de la pénalité et pas tout seul. Il faudra que tu te fasses accompagner. Mais ça dépend de la pénalité, de la cause de ta pénalité. Tu vois, c'est tout, tout se négocie, mais ça dépend de la gravité de la situation. Et c'est très long, toujours, en fait, de se remettre d'une pénalité. On en a pour 5-6 ans, quoi. Est-ce que si j'optimise mon contenu sur Google, ça me permettrait aussi de montrer... J'ai déjà répondu à cette question, je suis désolée, je l'avais pas vue, mais oui, effectivement, si de base il est bien optimisé, ça sort aussi sur Bing et sur Yahoo. Mais si vraiment tu veux faire un SEO spécifique sur une des plateformes, je te conseille quand même de regarder si les règles de Bing elles sont un peu différentes, donc il y a des fois une façon de faire légèrement différente, mais dans la globalité, un bon article SEO Google sort sur Bing. Que signifient les anomalies détectées sur notre courbe de trafic GA4? Alors, je verrai voir avec Google Analytics, je te tiendrai au courant, je regarderai si je fais pas une petite édition de newsletter sur Analytics, mais des fois c'est un peu flou. Des fois même ils savent pas expliquer, c'est terrible. Donc j'irai me renseigner et puis je ferai une petite édition. J'ai beaucoup de questions sur Google Analytics. Comment fait-on des articles d'actualité sur notre entreprise qui peuvent servir notre SEO? Oh là là, j'adore. Sujet préféré. Alors là, malheureusement, je vais pas faire des contents. Il y a des fois il faut dissocier les articles qui vont être pour notre base client ou pour notre entreprise et nos actus, des articles SEO. Donc, quand il y a des articles, et un article SEO, son but, c'est de ranker. Son but, c'est de se positionner. Donc, on va écrire l'article aussi un peu dans ce sens-là. Quand on fait un article actualité entreprise, on peut faire un minimum d'optimisation SEO, mais il sera jamais parfait, il sera jamais bien optimisé puisque c'est pas son but premier. Il faut vraiment dissocier les types d'articles que tu écris. Tu pourras pas demander à ton article actualité d'entreprise d'être aussi optimisé et aussi quali en SEO qu'un article qui est spécifique pour le SEO, et donc il faut bien dissocier les deux et pas te mélanger. Quels sont mes articles SEO, quels sont mes articles un peu bonus entre guillemets. Je réponds encore à une ou deux questions, puis après je vais vous laisser aller manger. Alors, qu'est-ce que... Où acheter des backlinks de qualité? La question qui est toujours... Alors, j'ai testé beaucoup de plateformes. Beaucoup de plateformes. Celle avec laquelle je travaille le plus, moi, c'est Linksgarden. Parce qu'il y a des liens quali, parce que l'équipe derrière, elle est humaine, elle est quali, et je sais ce qui est fait. Par contre, n'achetez pas des liens si vous n'êtes pas sûr de où, comment. Faites-vous accompagner ou faites au moins une mini-formation parce que ça peut être plus risqué pour vous et pour votre site d'acheter des mauvais liens que de ne pas en acheter. Allez, une petite dernière, il y en a tellement. Il y aura un replay, au fait. J'ai oublié de préciser, mais oui, toujours. Alors, est-ce qu'une offre formation est disponible pour une plateforme uniquement et sur Instagram? Non, je ne vais pas faire explicitement une formation par plateforme, puisqu'en fait, avant de comprendre le SEO Instagram, il faut comprendre les bases du SEO. Donc, c'est pour ça que dans 360 SEO, il y a une partie où il faut que tu comprennes en fait comment le SEO global fonctionne. Et ensuite, on ira faire des chapitres qui vont être dédiés par plateforme. Mais je peux pas te faire une formation sur le SEO Instagram sans t'expliquer comment le SEO global fonctionne, puisqu'il y a quand même des règles communes avec des réflexes communs à avoir. Et ensuite, ils diffèrent en fonction de la plateforme. Et ce serait dommage que tu n'aies pas les bases, malheureusement. Quel tarif pour un accompagnement SEO? Nos accompagnements SEO démarrent à partir de 1 000 € par mois. C'est des accompagnements sur 6 mois. Ça dépend de ton site, de tes objectifs. Ça dépend aussi tout simplement qu'est-ce que tu as envie de faire, à quelle fréquence et à quelle rapidité. Voilà, on s'adapte aussi beaucoup. Le Discord n'est pas disponible pour les gens qui n'ont pas accès soit aux formations, soit... En gros, si vous n'avez pas la formation ou le e-book ou un accompagnement SEO, le Discord n'est pas accessible pour tout le monde. C'est vraiment un espace d'échange pour mes élèves de formation et les gens que j'accompagne, mais il n'est pas disponible à tout le monde, justement pour éviter
beaucoup de pollution et mais aussi parfois un peu d'abus, en toute transparence. Moi, c'est une plateforme qui me demande énormément de temps, autant de temps financier que de temps humain et donc je veux que quand les gens sont sur mon Discord, bah, ils j'ai aussi envie qu'ils passent un bon moment et donc je fais attention aussi à qui est sur ce Discord-là. Comment désavouer des backlinks douteux? J'en ferai une édition parce que, désavouer des liens n'est pas une bonne pratique, malgré ce qu'on peut dire. Donc j'en ferai une édition, de toute façon, j'ai prévu de faire un live sur les backlinks, donc ne vous inquiétez pas. Allez, j'en prends une dernière cette fois-ci, je respecte vraiment ce que j'ai dit. Depuis septembre, je suis très régulière dans la rédaction SEO. J'ai des très bons résultats avec des hausses d'impression, mais les clics n'évoluent pas énormément. Est-ce que tu as des pistes sur les problèmes qui freinent la croissance des clics? Oui. Quand les impressions augmentent, mais que les clics n'augmentent pas, je te conseille de faire des optimisations dans des tests sur tes titles SEO. Vraiment, c'est ça qui fait cliquer. C'est ton title, c'est ta metadesk, donc est-ce qu'il n'y a pas un peu d'amélioration à faire pour que ce soit un peu plus catchy, que ça donne encore un peu plus envie? Et j'espère que tu, en tout cas, j'espère que ça t'aidera à remonter sur les clics et si malgré ça, ça bouge pas, il faudra faire un petit audit pour être sûr, qu'il y ait pas un problème plus profond, toujours. La routine de contrôle, type, oui, je l'ai partagée, je la partagerai dans la formation 360 SEO. Vraiment, l'idée, c'est de vous partager ce que moi je fais sur mes propres sites et voilà, donc il y a encore beaucoup de questions. Allez, j'en prends une parce qu'il y a eu 7 pouces. Un webinaire sur la cannibalisation. J'ai compris. Le message est passé. N'hésitez pas de toute façon à me dire les sujets sur lesquels il y a des webinaires qui vous intéresseraient. Moi, je les note. J'essaye en général d'en faire un par mois, 1 mois et demi, pour vous donner un max d'infos. Il y a la newsletter aussi sur laquelle je traite beaucoup. Il y a une édition sur la cannibalisation qui est dispo, qui est très détaillée d'ailleurs. Mais n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie vraiment tous pour votre présence. C'était vraiment super cool de vous avoir ici. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à m'écrire. Et je lirai toutes vos questions. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas tombé dans le vide. Je vais exporter les questions, puis ensuite, je verrai celles qui doivent être traitées, soit par la formation, soit par la newsletter, soit par un live. Mais je ne vous oublie pas. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon appétit et surtout une très bonne journée.